On était 27 millions à jouer l'année où on s'est inscrit. Puis le hasard a fait que cette loterie américaine, on a été tiré au sort. Pour nous, c'est la loterie de notre vie. On n'a pas gagné à l'euro-million, ni au loto, mais on a gagné une nouvelle vie. Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast des futurs ex-parisiens et parisiennes. Je m'appelle Valérie Bohin et je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je viens tout juste de faire, 1 an après avoir lancé ce podcast, quitter Paris. Aujourd'hui, on part à Las Vegas. J'ai pas vraiment eu l'occasion de m'envoler vers les États-Unis, mais j'ai quand même eu envie de parler avec Laurent parce que l'histoire de son départ relève un peu du miracle. Enfin, au moins d'une chance incroyable. Avec sa femme Sonia, ils ont été tirés au sort et ont fait partie des Happy Few ayant obtenu la carte verte qui permet de travailler aux États-Unis. J'ouvre une parenthèse pour vous rappeler que Ciao Paris, c'est aussi une newsletter mensuelle dans laquelle je vous raconte mon départ et mon arrivée à Toulouse. Et c'est aussi un groupe d'entraide Facebook qui s'appelle Quitter Paris et changer de vie. Je vous mets tous les liens pour vous inscrire dans la description de l'épisode. Je vous laisse avec une nouvelle histoire, un nouveau départ, celui de Laurent qui a quitté Paris pour vivre à Las Vegas. Salut! Normalement, c'est pas très bruyant ici, c'est bon, c'est le bureau, donc voilà. Ok, bon normalement pareil pour moi. Là, je me suis mise dans le salon. C'est les vacances scolaires ici. Donc on a les enfants. Ouais, je sais, ouais. J'ai entendu à la télé les news avec les grèves et tout ça, exprès pour les vacances. Le classique. Le classique de la France. Ça te manque? Les grèves, non, pas spécialement, surtout dans le métro. Ici, les grèves, Toi, t'as quitté Paris il y a combien de temps, là? Ça fait un tout petit peu plus de 2 ans maintenant, puisque on est arrivé avec ma femme Sonia le 17 octobre 2019 à Las Vegas. Donc on a fêté nos 2 ans ici dans notre bel état du Nevada. C'est se lever le matin avec quasiment tout le temps le ciel bleu, le soleil, les oiseaux, les coyotes le soir qui passent. Oui, parce qu'on va en reparler, mais c'est pas du tout ce qu'on imagine. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas du tout ce que j'imagine de Las Vegas. Pour moi, c'est Sin City, la vie à 100 à l'heure, avec le bruit des machines à sous, des mecs bourrés qui sont là pour fêter les enterrements de vie de garçon. C'est un peu le cliché, hein, mais... C'est un peu un cliché. C'est un cliché que beaucoup de Français ont, parce que beaucoup de Français viennent ici juste pour un road trip, donc ils ont pas le temps. Et du coup, ce qui est cool, c'est que ce soir, on va pouvoir prendre le temps de couper la tête à ce cliché-là sur Las Vegas. Toi, t'es parisien d'origine? Ma famille est parisienne, mais mon père était militaire et donc on a beaucoup entre guillemets bourlingué entre la France, les dom-toms et j'ai vécu longtemps dans l'est de la France entre Strasbourg et Metz. C'est d'ailleurs à Metz où j'ai rencontré ma femme et après on est partis tous les deux. Elle faisait ses études en France, à Paris pardon. Paris c'est la France, hein, c'est bien connu. Pour le journalisme en quelque sorte oui, parce que si on veut travailler vraiment dans la presse et pas être tout le temps dans la presse quotidienne régionale, il faut monter sur Paris. Ouais, j'en sais quelque chose, hein, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est ce qui m'a tenu 20 ans, enfin plus de 20 ans même, sur Paris. Hein. Pareil. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a quelque chose qui se rompt dans la relation? On s'est rendu compte que on profitait pas autant qu'on voulait de Paris. Alors oui, on allait au cinéma, on faisait des choses, mais pas autant qu'on aurait voulu, pas autant qu'on a pu on pensait le faire quand on est arrivé. Paris, c'est comme toutes les capitales, ce sont des villes exténuantes, énergisantes, mais exténuantes. Paris, c'est du lundi au vendredi, on bosse énormément. On part tôt le matin, on rentre tard le soir, on dîne tard le soir, on n'a pas trop de vie. Et puis le week-end, on se rend compte que faut aller faire les courses, s'occuper de la maison. Puis le dimanche, le dimanche, on est tanné quoi. On a juste envie de se reposer et puis de se dire tiens, lundi c'est reparti. Et c'est ça aussi qui nous a donné envie de bouger, de se dire mais peut-être qu'il serait temps de faire autre chose, de partir. Et puis à un moment donné, on a fait 2 road trips entre 2013 et 2016. C'est là où on a vraiment découvert l'ouest des États-Unis, découvrir ce que c'est que vraiment l'Amérique et pas simplement New York, qui est pour moi un peu la banlieue de l'Europe. Quand on marche des fois dans Broadway, on entend plus parler français qu'américain, donc on se dit non, c'est pas vraiment les États-Unis. On est parti là-bas, et Californie, le Nevada, l'Utah, tous ces beaux États dont on voit des magnifiques photos toujours, des couchers de soleil, des décors magnifiques, des grandes forêts.
le Grand Canyon, les parcs nationaux, tout ça, l'océan évidemment entre Los Angeles, Santa Monica, tout ça. Et on était au courant de ces histoires de green card, de loterie. C'est quelque chose que beaucoup de Français connaissent. Et puis, je sais pas, moi ça m'a pris comme ça. J'ai dit à Sonia, mais viens, on s'inscrit, on tente l'aventure. À l'époque, donc en 2016, j'avais 40 ans. C'est peut-être le bon âge pour tenter quelque chose. À 50, on fera peut-être moins, et alors à 60, on le fera encore moins. Puis le hasard a fait que cette loterie américaine, on a été tiré au sort, et là, tout s'est enclenché. C'est ça qui est fou dans votre histoire. Moi, c'est ça qui aussi m'amène à te parler, parce que t'as gagné le gros lot. Le taux de probabilité est complètement infime. Il est faible. On était 27 millions à jouer l'année où on s'est inscrit. Donc 27 millions dans le monde, c'est réparti par continent évidemment. Je crois qu'on avait regardé un petit peu les statistiques, ils ont distribué 400 green cards en France. Pour nous, c'est la loterie de notre vie. On n'a pas gagné à l'euro-million, ni au loto, mais on a gagné une loterie qui pour nous est bien plus importante. Qu'est-ce que t'as gagné alors ? Une nouvelle vie. Quand vous découvrez que vous êtes sélectionné, vous êtes où ? Vous faites quoi ? On se souvient très bien, on est tous les deux sur le canapé avec l'ordinateur sur les genoux. Je me connecte en premier, je rentre mon numéro. Vous n'avez pas été sélectionné. Bon, ok. Pas de dépit, parce que voilà, on s'est inscrit comme ça. Sonia tout de suite me dit, écoute, c'est pas la peine de vérifier pour moi. Non, c'est bon, on n'a aucune chance de gagner. Je rentre son numéro et là apparaît You have been selected. Je crois que à nous deux, les 4 bras ils sont tombés. Pour dire en anglais, what the fuck. Ouais. J'y crois pas. Vraiment. On connaît des gens qui jouent depuis 10 ans, qui n'ont jamais été sélectionnés. Ah oui. Qui jouent chaque année, et il se passe rien. Et nous, la première année, bam, ça passe. C'est bon et c'est une grande frayeur. C'est la grande frayeur de se dire, maintenant on a été sélectionné, qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? On va au bout ? C'est un grand changement quand même. On va changer de continent, on va changer de pays, on va changer de façon de vivre. Que c'est un peu un grand saut dans l'inconnu. C'était ton grand canyon à toi. Ouais, notre grand canyon. Est-ce qu'on va avoir les tripes d'y aller ? Et qu'est-ce qui te fait le plus peur ? L'inconnu. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à être journaliste depuis les États-Unis ? Est-ce que je vais devoir démissionner ? Est-ce que je vais devoir changer de boulot ? Peut-être te reconvertir ? Mais dans quoi ? Ce que j'aime, c'est le journalisme, c'est bouger, c'est rencontrer des gens et me dire qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais devoir repenser ma vie ? Ça fait très très peur. Comment concrètement ça s'organise ? Ça, c'est un long processus qui nous a pris 2 ans pour valider. Ah oui. Et une 3e année où on est parti. Ah oui, tu touches pas ton chèque tout de suite, quoi. Non. Et puis c'est pas sûr. Ah bon ? Pour faire simple, la loterie, c'est un site internet qui est mis en ligne pendant une période donnée, d'octobre à novembre. Pendant 1 mois, on peut s'inscrire. Donc nous, on s'est inscrit en octobre 2016. On a joué tous les deux. C'est ce qu'ils proposent de faire ça, puisque comme on est mariés, si l'un gagne, l'autre suit. Donc on a multiplié nos chances par 2. Et les réponses, le tirage au sort, est effectué en mai de l'année suivante. Et cette réponse, elle a été très simple. Elle nous a juste dit bravo, vous avez été sélectionné. Maintenant, attendez le mois d'octobre 2017, l'ouverture d'un nouveau site internet. Donc on a attendu. Et là, on s'est rendu compte que ils voulaient tout savoir de nous. C'est un questionnaire d'une précision implacable. Est-ce qu'il y a des questions qui t'ont choqué ? Pas du tout. Franchement, ça ne m'a pas du tout choqué parce que la green card, c'est de l'immigration. Quand on l'obtient, c'est un visa de diversité. Donc, c'est de l'immigration choisie. Tu n'es pas choisi nécessairement au hasard. Donc, tu rentres dans un pays où on te demande finalement de respecter des lois, d'accepter une nouvelle vie dans un pays. Et ça me paraît logique qu'on me demande, qu'ont fait mes grands-parents, où est-ce que j'étais au collège, où est-ce que j'étais au lycée, quels sont mes diplômes. C'est normal puisque ici, les statistiques, il y en a partout. Voilà, on sait dans le quartier qui est noir, qui est d'origine mexicaine, qui est latino, tout ça. Pour eux, c'est logique. Il n'y a pas ce tabou français qui est de dire non, pas de statistiques parce que on pourrait dire regardez, vous stigmatisez quelqu'un. Non, c'est logique, c'est normal. On rentre dans des cases. Okay. En octobre 2017, on a rempli ce nouveau formulaire, toutes ces informations, et on a obtenu un numéro qui correspond à notre numéro d'appel à l'ambassade des États-Unis. Et tant que l'ambassade n'aura pas mis un tampon sur ton passeport, il faut pas démissionner, il faut rien faire. Il faut faire comme si tu n'avais pas gagné. Entre-temps, évidemment, on a dû faire énormément de démarches. Les démarches, c'est très simple. C'est aller chez un médecin assermenté par l'administration américaine, par l'ambassade. Il y en a 1 ou 2 à Paris. Ah, mais c'est-à-dire que tu leur transmets ton dossier médical ?
Tout à fait. Et un dossier médical que le médecin te remet après t'avoir ausculté, après avoir obtenu notamment la radio des poumons, aussi les analyses sanguines, et c'est un dossier qui est scellé et qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Si on l'ouvre, annulation complète, caduque et tout est fini. Et on a été appelé en août 2018 par l'ambassade, où il a fallu aller à un guichet pour payer, puisque jusqu'à présent tout était gratuit. Bon, évidemment pas les frais médicaux et tout ça, mais derrière, voilà, on a dû payer à l'époque, si je me souviens bien, je crois que c'était $650 par tête. Ah oui, quand même. Pour le dossier, c'est des frais de dossier. Après ça, après ce guichet, on est retourné s'asseoir et là, on a été appelé. Ça a été des questions très rapides. Est-ce que vous êtes allé en prison? Votre casier judiciaire? Donc on te repose un peu les mêmes questions. Oui, et surtout, la question la plus importante, c'était qu'est-ce que vous voulez faire aux États-Unis? Ce que détestent le plus les Américains, c'est d'avoir des gens qui viennent s'installer chez eux et qui sont des boulets et qui vivent au crochet de l'administration. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui ont un projet et qui vont se battre pour réussir ce projet et pour enrichir un pays qui est déjà riche, mais pour l'enrichir, pour lui apporter quelque chose de supplémentaire. Et là, on a expliqué notre projet. C'était très simple. Sonia, c'était de conserver son travail de journaliste. En France. En France, mais en étant détaché. Moi, de mon côté, j'étais rédacteur en chef d'un journal. Il était compliqué de rester rédacteur en chef depuis à 10 000 kilomètres de distance. Donc, on s'est entendu avec mon boss pour que je quitte mon entreprise, mais que je crée une structure aux États-Unis. Donc, je suis devenu freelance dans l'entreprise qui m'a salarié pendant 20 ans. La réponse, donc, on l'a eue en août 2018. À partir du moment où c'est validé, en fait, eux font fabriquent tes cartes, la green card et la carte de sécurité sociale, et l'envoient aux États-Unis. Donc, il faut impérativement avoir des amis qui vivent aux États-Unis parce qu'ils ne l'enverront pas en France. Donc, cette carte nos cartes ont été envoyées chez nos copains. Et en fait, nous, l'idée, entre octobre 2018 et octobre 2019, on a pris du temps pour partir parce que, on n'allait pas partir comme ça. Qu'est-ce que vous mettez en place pour partir? Comment vous choisissez Las Vegas? Las Vegas, on l'a vu une première fois en 2013, quand on a fait notre premier road trip. On a passé 2 jours ici. Le strip, voilà, les casinos, les hôtels, ouais, c'est joli. Il y a beaucoup de lumière partout. C'est un peu une ville de folie. Puis on est parti, on a fait d'autres choses. Il se trouve qu'on a des amis qui se sont installés, eux, à Las Vegas en 2015. Et c'est eux qui nous ont fait découvrir une autre ville. On s'est rendu compte que c'était surtout pour ceux qui aiment la nature, pour ceux qui aiment aller se promener, aller faire de la rando, aller faire du vélo. C'est magnifique. Il y a des spots super. On a des parcs nationaux où on peut aller se promener le week-end. Moi, je suis allé faire du ski aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'on a une station de ski à 45 minutes en voiture. Ouais, t'es dans le désert, mais tu peux skier à 45 minutes. On est dans le désert, mais on est entouré de montagnes. Et des montagnes avec le fameux, qui est assez connu dans le Southwest, qui est le Mount Charleston, qui est à plus de 2500 mètres d'altitude, avec sa petite station de ski. Alors, il y a 11 pistes, c'est sûr, hein, en 2 heures, on a fait le tour. Mais le bonheur de faire du ski en voyant les sapins, comme si j'étais dans les Alpes, sauf qu'en bas, je vois le désert. C'est un truc de fou, de se dire, voilà, là, je suis à la montagne et juste en bas, il y a le désert. Et puis, on a découvert que Las Vegas, c'était une ville finalement très centrale dans ce qu'on appelle le Southwest des États-Unis. On est à 4h30 de voiture de Los Angeles. On est à 4 heures de Phoenix, qui est dans l'Arizona, donc à l'est. On est à 4 heures et quelques, 4h30 de Salt Lake City dans l'Utah. On n'est pas loin de tout, finalement. Donc voilà, ce qui nous a motivés après, c'est de se rendre compte que c'était une ville américaine comme une autre, même s'il y avait ce côté Sin City qui évidemment existe, hein. C'est une certitude, ça existe. Ouais, il y a un sentiment de liberté aussi dans ce que tu dis. Ouais, tout à fait. Vous choisissez Las Vegas parce que vous avez eu le coup de cœur pour cet endroit qui est effectivement, tel que tu le décris, assez unique. Comment vous organisez? Est-ce que vous étiez propriétaire, vous vendez votre appart? On est propriétaire de notre appartement à Paris depuis longtemps et on décide de le garder. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer aux États-Unis. Donc on a gardé notre appartement. Et on ne le loue pas parce que c'est notre chez nous et parce qu'on y revient quand même 2 mois pendant l'année. Donc c'est devenu notre résidence secondaire. Après, notre maison ici, on l'a trouvée par Internet évidemment. On n'allait pas partir à l'aventure en se disant on débarque et puis hôtel ou Airbnb et tout ça. Non. Donc on a cherché sur Internet et nos amis visitaient des maisons pour nous et puis on a trouvé ce qu'on voulait, la perle rare, donc sans la voir. C'est-à-dire qu'on l'a juste vue en photo. Ah, vous l'avez acheté sans la voir? Oui. Oui. On est arrivé donc aux États-Unis en octobre 2019 et en novembre on a eu les clés de la maison. Et on vit dans une gated, c'est quelque chose de très développé aux États-Unis. Gated, ça veut dire quoi? C'est une résidence qui est fermée par des grilles. C'est sécurisé.
c'est sécurisé et puis c'est aussi un confort parce que ça veut dire que derrière on paye des charges tous les mois qui font qu'on a un certain confort. On a notre piscine que tout le monde peut utiliser, mais comme finalement des gens à Paris seraient dans un immeuble avec le code à l'entrée, des charges tous les mois pour avoir accès à certaines choses et tout ça. C'est le même principe. Qu'est-ce que t'emmènes alors quand tu pars t'es quand même à des milliers de kilomètres de chez toi. J'imagine que t'es plutôt minimaliste dans ces cas-là. Pas trop. On est parti avec une dizaine de cartons, si je me souviens bien. Ah bah c'est minimaliste ça. Moi j'ai déménagé 50 mètres cubes, alors je peux te dire, pour moi 10 cartons c'est super minimaliste. Tu as déménagé 50 mètres cubes parce que tu as pris tes meubles de Paris et tu les as emmenés. Oui, c'est vrai. Nous, il a fallu complètement repenser les choses parce que on gardait notre appartement à Paris, donc on n'allait pas le dépouiller en meubles. Et donc en fait, finalement, nos cartons, ils étaient remplis de quoi? De vêtements, de livres auxquels on tenait beaucoup, des photos, des cadres, des choses comme ça. Et quand on est arrivé ici, par contre, évidemment, la maison elle était vide, donc il a fallu faire comme finalement tout bon couple qui emménagerait ensemble pour la première fois, tout racheter. Ça a été quelque chose d'assez excitant finalement, comme si on avait 20 ans en fait, quand on s'est installés tous les deux à l'époque. Dans notre couple, ça change une chose très importante. À Paris, on bossait tous les deux comme des fous. En fait, on se voyait, mais parfois en coup de vent. Là, maintenant, aujourd'hui, on vit 24/24 ensemble. On bosse toujours énormément. Ça n'a pas changé. Mais depuis la maison, oui, je pense qu'on s'est retrouvés par rapport à notre vie parisienne. Vous travaillez dans le même bureau ? On travaille dans le même bureau. Même si moi, il m'arrive quand même souvent de prendre l'ordinateur et d'aller à gauche, à droite. C'est assez agréable de travailler dehors, surtout. Et dans le fait de travailler dans le même bureau, dans vos rapports de couple, qu'est-ce que ça change finalement, cette nouvelle configuration ? En fait, pas grand-chose. On est très indépendants tous les deux là-dessus. Elle fait son boulot et moi, je suis à côté et on est chacun dans le sien. Après, on s'aide. Ça, on l'a gagné. Enfin, mutuellement, on se file un coup de main qu'on se filait pas avant parce que chacun était dans son bureau et il y avait pas d'interaction. Là, c'est vrai qu'on partage beaucoup plus de choses. Et puis surtout, on déjeune maintenant tout le temps ensemble et on peut discuter, voilà. Et alors, vous parlez boulot ou pas ? Non, à table, voilà, on parle de tout et de rien. On regarde toujours un peu la télé, les news françaises, on voit ce qui se passe. En quelque sorte, on commente aussi. On voit, voilà, on commente la France depuis 10 000 kilomètres en se disant, tiens, t'as vu ça, là? Mais il y a toujours ce soleil qui fait que la vie est un peu différente, elle est plus paisible. On a perdu du stress, en fait. Vraiment. Ce stressomètre, il est passé de 100% à Paris, où il fallait tout le temps courir, aller à gauche, à droite, à, franchement, pour moi, à 0. Non, mais à ce point-là? Oui, à ce point-là. J'ai envie d'aller profiter une demi-heure du jardin, j'y vais. Et je suis pas dans un bureau, entre quatre murs, en me disant, tiens, je vais sortir. Ouais, mais non, j'ai ça à faire. Le stress d'être journaliste aussi, à Paris et dans son bureau, c'est que le téléphone, il sonne tout le temps. Là, il y a personne qui m'appelle. Les gens m'appellent le matin, mais après l'après-midi, passé midi, il est 21h. 21h, les gens, ils sont tous chez eux, ils sont tranquilles. Donc là, moi, je suis tranquille. Et dans les débuts, c'est quoi qui est le plus déstabilisant pour toi ? Est-ce que moi, maintenant, en tant que freelance, je vais réussir aussi à développer mon activité ? Je vivais, entre guillemets, confortablement dans le salariat depuis 20 ans. Là, l'inconnu est de se dire, oui, mon ancien patron m'a assuré que j'allais continuer à travailler pour les journaux pour lesquels j'étais salarié avant, mais c'est plus pareil. Donc, il a fallu prendre mon bâton de pèlerin et puis aller retrouver des nouveaux supports avec qui travailler. Et ça, c'est pas facile. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Après, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui font qu'aujourd'hui, je travaille pour plein de supports différents. Mais au début, oui, pour moi, ça a été ma plus grande peur. Est-ce que c'est facile pour vous à l'époque de nouer des amitiés On a eu beaucoup de chance parce que le hasard a fait que quand on a ouvert nos comptes bancaires, puisqu'évidemment, il faut tout refaire, on est tombé sur une jeune banquière qui s'appelle Jessica et qui nous a énormément aidés en nous disant il faut faire ci, ne faites pas ça, attention à ce type d'opération. Elle nous a vraiment guidés sur le système bancaire américain qui est complètement différent du système bancaire français. Elle a au moins 15 ans de moins que nous. Ouais. Mais voilà, il y a eu quelque chose. Et puis on s'est revus une fois. Et puis elle nous a ramené son mari, maintenant ils sont mariés, qui lui est policier, qui est d'origine philippine et qui lui est policier à Las Vegas.
Et vraiment, on a sympathisé, donc on se voit assez régulièrement. Ils viennent dîner à la maison, on va dîner chez eux. Et tout récemment, je pense que ça, c'est une vraie preuve d'amitié avec eux. On a été invités à leur mariage début octobre. Bah oui, c'est une belle preuve d'amitié, ouais. Oui, pour des Américains, puisqu'on était les seuls étrangers, en fait. Et on s'est retrouvés à une table avec des amis proches à eux. Voilà, c'est des gens adorables qu'on voit régulièrement. Et on a sympathisé beaucoup avec des voisins qui sont pour la plupart des retraités et qu'on a vu qui à la piscine, qui pour nous filer un coup de main à faire ça, à faire un peu de bricolage dans la maison, à réparer un truc. Et aujourd'hui, on les voit aussi régulièrement. C'est des gens qui ont le cœur sur la main et moi, j'ai le sentiment qu'ils feraient tout pour nous aider. Vraiment. T'as le sentiment d'être fait des amis. Surtout, j'ai envie de dire Jessica et Miguel, là, donc notre ancienne banquière et puis son mari policier, avec qui on a déjà partagé énormément de choses. Et ça, c'est ce qu'on voulait. C'était pas être pieds et poings liés avec une communauté française. Parce que dans ce cas-là, à quoi ça sert de partir? Ouais. Découvrir une autre culture. Et on la découvre tous les jours. Tous les jours. À chaque fois qu'on les voit, on apprend des nouvelles choses. Il y a une interaction avec eux qu'au début, on pensait peut-être pas avoir et que avec les mois passants, ça s'est fait. Tu dirais que au bout de 2 ans, aujourd'hui, vous avez recréé un cercle d'amis proches. Oui. Sur qui on peut compter et qu'on pourrait appeler en cas de problème. On reste des Frenchies pour eux, mais des Frenchies sympas, avec qui ils ont envie de partager des choses. Dans 5 ans, tu t'imagines où? Ici. Parce que la green card, c'est illimité en temps. C'est illimité, c'est renouvelé, mais c'est illimité. Est-ce que tu as le droit de revenir en France de repartir en France et de revenir aux États-Unis ensuite? J'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois qu'on peut repartir 1 an en France sans qu'il se passe rien. D'accord. Après 1 an, on la perdra. Mais moi, dans 5 ans, je me vois encore ici. J'ai un cadre de vie que j'aime, un travail qui continue à me plaire et que je peux continuer à faire. Beaucoup de choses encore à visiter et à voir ici. Dans 20 ans, je ne sais pas, mais dans 5 ans, je pense qu'on sera toujours là. Et surtout, dans 5 ans, on va dire même dans moins de 5 ans maintenant, dans 3 ans, on aura la possibilité de demander la nationalité américaine. Là, c'est évidemment, ça change tout. Puisque là, après, ça veut dire, on vient quand on veut. Freedom. Voilà, il n'y a plus de problème de frontières ou administratif. Je touche du bois pour que ça continue à être comme ça. Et à vivre ici, dans notre bel état du Nevada, où la devise est Home means Nevada, c'est-à-dire Nevada, c'est votre maison. Moi, je dis ciao Paris, toi, tu dis quoi? Moi, je dis ciao Paris, viva Las Vegas, mais j'aime bien retourner quand même à Paris. Paris me manque de temps en temps. La vie à la française me manque, et c'est pour ça que je suis content d'y passer 1 mois et demi, 2 mois en été. J'aime marcher dans Paris, j'aime faire du vélo dans Paris. Marcher ici, c'est loin. Et puis, on se fait parfois un peu dévisager quand on est piéton. Pour eux, c'est pas normal. Un piéton, c'est louche. Il a pas de voiture. Il est bizarre. Aller marcher des fois dans le 15e, dans le 16e, dans le 17e. Revoir quand Paris a changé. J'étais parti on est revenu en 2020. À l'été 2020, la Bastille était un bordel sans nom. Je suis revenu cet été. La place de la Bastille était finie. J'étais là, mais c'est magnifique. Voilà. Et ça m'a fait plaisir de revoir la Bastille. Et puis, ce qui me manque de temps en temps ici, c'est de me lever le matin, puis d'aller au troquet. C'est bête, hein, mais revoir mon barman et mes serveurs préférés que je connais depuis des années. Le café, il est déjà posé quand tu passes le pas de la porte, de parler de tout et puis d'entendre les gens. Ici, dans ce pays, on est plus sur j'arrive quelque part, je prends, je m'en vais. C'est le take-away partout. C'est vrai que dans des villes comme New York, tout ça, c'est peut-être un peu différent parce que c'est des grandes villes. En tout cas, Las Vegas, il y a plus la culture du take-away. Ouais. C'est ce qui me manque de temps en temps à Paris et je suis content de le retrouver pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et après, je repars ici et je suis toujours heureux de rentrer à Paris, toujours heureux de rentrer ici. 10 mois à Las Vegas, 2 mois à Paris, c'est parfait. C'est mes 2 mondes. J'espère que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans un commentaire sur Apple Podcast. Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle de Ciao Paris, le lien est dans la description de l'épisode. Partagez vos photos et vos témoignages avec moi sur Instagram, @Ciao Paris le podcast tout attaché, et rejoignez le groupe d'entraide Facebook Quitter Paris et changer de vie. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouveau départ. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Boin. Montage Héloïse Palivoda. Mixage Emmanuel Charret de Skolprod.
Direction artistique et logo de Ciao Paris, Carole Debris.